Bienvenue sur votre chaîne dédiée aux récits les plus troublants. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers que peu osent explorer. Imaginez partir au travail un matin ordinaire en pensant rentrer chez vous le soir. Mais parfois, un simple quart de travail bascule vers l'impensable. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir changera votre regard sur la sécurité au travail. Dans cette vidéo, nous explorons 5 témoignages d'accidents mortels survenus sur des lieux de travail. Des moments où la sécurité a failli, où des vies se sont perdues de façon brutale, imprévisible. Le 29 octobre 2013, à Oud-Gensplaat, aux Pays-Bas, 2 jeunes techniciens arrivent au parc éolien pour une opération de routine. Dankus, 19 ans, et Arjen Cortus, 21 ans, accompagnent 2 collègues plus expérimentés. Leur mission, travailler sur une éolienne Vestas de 80 mètres de haut. Une tâche qu'ils avaient déjà réalisée auparavant. Mais ce jour-là, tout a basculé. Les éoliennes sont généralement perçues comme des sources d'énergie propres, sûres, fiables. Depuis la fin du 19e siècle, les accidents graves y étaient rares. Mais cette perception allait changer. Pour commencer, les 4 techniciens pénètrent à l'intérieur de la tour de l'éolienne. L'espace est étroit, métallique, rempli d'échelles, de câbles, d'équipements. Ils doivent gravir 5 sections d'échelles successives, chacune d'environ 25 mètres, pour atteindre le sommet. Là, ils entrent dans la nacelle, cette partie en forme de boîte qui contient les composants mécaniques de la turbine. À cette hauteur, ils affrontent des vents puissants et des conditions difficiles. Mais ils sont attachés par des cordes et harnais de sécurité. La journée se déroule normalement jusqu'à ce qu'un incident se produise à l'intérieur de la nacelle. Une défaillance électrique soudaine déclenche un arc électrique, une puissante décharge de chaleur et de lumière. Un incendie s'allume aussitôt et se propage rapidement. Ce n'était pas la première fois qu'une éolienne Vestas prenait feu. D'autres avaient de brûler en Allemagne, en Espagne, en Irlande, au Canada. Les causes allaient de freins défectueux à des connexions électriques mal fixées. Certains incendies avaient provoqué des explosions, l'effondrement de turbines, des feux incontrôlables. Pourtant, peu de mesures avaient été prises pour améliorer la sécurité. Alors que les flammes envahissent la nacelle, les 2 techniciens expérimentés parviennent à s'échapper. Ils traversent le feu puis redescendent par les échelles. Mais Arjen et Dankus restent piégés, le feu leur coupe tout accès vers le bas. Coincés à 80 mètres du sol, ils n'ont plus que 2 options impossibles, affronter le feu ou sauter. Dans leurs derniers instants, ils s'étreignent. Un habitant parvient à photographier ce moment tragique. Une image devenue l'une des plus marquantes de toute catastrophe industrielle. Arjen finit par sauter. Il s'écrase au pied de la turbine où les secours le retrouvent. Dankus, lui, reste dans la nacelle et périt dans les flammes. Les pompiers arrivent vite, mais leurs lances ne peuvent projeter l'eau qu'entre 15 et 30 mètres. Bien trop bas pour atteindre la nacelle. Une grue sera déployée plus tard, mais trop tard. Si ces histoires vous marquent autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner à Flippantes Histoires. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos troublantes. Les 2 techniciens plus âgés s'en sortent indemnes. Mais la mort de Dankus et Arjen provoque une onde de choc dans l'industrie. L'enquête conclut à un court-circuit électrique, mais personne ne sera tenu pour responsable. Cela relance le débat sur le manque de règles de sécurité renforcées. À l'époque, les turbines d'occasion pouvaient encore être revendues, même si elles présentaient des problèmes graves, permettant à du matériel obsolète et dangereux de continuer à fonctionner. L'incendie met aussi en lumière la faiblesse des plans d'évacuation pour les techniciens. Pas de corde de secours, aucun système de descente rapide depuis ces hauteurs. Des équipements de lutte contre l'incendie incapables d'atteindre les nacelles. C'était un après-midi étouffant de 2014 à Davie, en Floride. Hernando Gutiérrez, 42 ans, originaire du Guatemala, vivait aux États-Unis depuis 14 ans.
Il travaillait dur comme jardinier paysagiste et économisait pour lancer sa propre entreprise de toiture. Selon Dilla, il s'était rendu avec 2 collègues dans un quartier résidentiel calme pour débroussailler un terrain. Rien ne laissait présager le drame à venir. Hernando était connu pour sa modestie et son acharnement au travail. Sa compagne, Karen Gomes Pereira, le décrivait comme quelqu'un toujours de bonne humeur, rempli de projets. Il espérait acheter un camion, quitter le paysagisme et bâtir son propre avenir. Lui et Karen parlaient déjà mariage. Pour elle, il représentait tout. Ce jour-là, Hernando et ses collègues utilisaient un broyeur de bois industriel. Une machine équipée de lames rotatives puissantes, capable de réduire des branches entières en copeaux. Vers 16h15, quelque chose tourna au cauchemar. Selon la police de Davie, Hernando se retrouva d'une manière ou d'une autre happé par la machine. Personne ne sait exactement comment. Peut-être avait-il glissé, ou bien la chaleur accablante l'avait fait vaciller. Karen déclara plus tard, c'était une journée brûlante, peut-être qu'il était épuisé, peut-être qu'il est tombé. La machine l'aspira complètement, la mort fut instantanée. Une habitante du quartier, Cheryl Lapelle, vit l'un des collègues d'Hernando courir dans la rue. Il hurlait, agitait les bras avant de s'effondrer contre une clôture. Elle raconta, on voyait qu'il était sous le choc, c'était évident que quelque chose venait de se passer. Les secours arrivèrent peu après. Même des officiers aguerris furent bouleversés par la scène. Le capitaine Dale Engel déclara « Cela fait 20 ans que je suis dans la police, je n'ai jamais rien vu de tel. » Les dégâts causés par la machine étaient tels qu'à 19h30, les policiers tentaient encore de récupérer les restes d'Hernando parmi les copeaux. Des psychologues furent dépêchés pour soutenir les agents présents. Certains ayant été profondément marqués par l'horreur de l'accident. Karen apprit la nouvelle par l'un des collègues d'Hernando. Effondré, il ne parvenait presque pas à parler. Tout ce qu'il réussit à lui dire fut « Tu dois être forte ». Karen confia ensuite « Il ne méritait pas de partir comme ça, personne ne le mérite ». Hernando rêvait d'emmener Karen rencontrer sa famille au Guatemala qu'il n'avait pas revue depuis 14 ans. Finalement, elle y voyagerait seule pour assister à ses funérailles. Nous sommes le 8 janvier 2013 à Bury, dans le Grand Manchester, Angleterre. Cameron Mitchell, 16 ans, venait tout juste de commencer son tout premier emploi. Après avoir terminé l'école, il avait entamé un apprentissage financé par le gouvernement chez Huntley Mount Engineering Limited, une petite usine de métallurgie. Cela devait être une étape vers son rêve, devenir ingénieur. Mais à peine 5 semaines plus tard, la vie de Cameron prit fin brutalement. Cameron avait fréquenté les écoles secondaires Castlebrook et Radcliffe Riverside. Fier de commencer à travailler, il voulait aussi aider sa famille. Aîné d'une fratrie de 4, il était un modèle pour son petit frère et ses 2 sœurs. Sa mère, Joanne Hill, disait que ce travail le rendait plein d'orgueil et d'espoir. Mais derrière cette opportunité se cachait une réalité dangereuse. L'usine Huntley Mount Engineering était dirigée par Zafar Hussein, 59 ans. Assisté de son fils Akbar Hussein, 35 ans, qui faisait office de superviseur. L'usine était dangereuse. Les dispositifs de sécurité des machines avaient été retirés pour accélérer la production. Ces machines, déjà risquées avec leur protection, devenaient mortelles sans elles. Il n'existait aucune politique de sécurité, aucun plan d'évaluation des risques. Les nouveaux employés, souvent très jeunes et inexpérimentés, étaient livrés à des machines tournant à grande vitesse sans aucune formation réelle. Cameron commença à travailler le 3 décembre 2012. Son entretien d'embauche avait duré à peine quelques minutes. On lui donna une combinaison trop grande dont les manches pouvaient facilement s'accrocher dans les machines. On lui demanda aussi de polir des pièces métalliques en rotation à l'aide de papier émeri. Cette tâche est extrêmement dangereuse, surtout réalisée à la main sur une machine en marche. Il n'eut pratiquement aucune formation. Au mieux, Akbar Hussein faisait une brève démonstration. Ensuite, les apprentis apprenaient entre eux sans supervision réelle.
Le matin du 8 janvier, Cameron exécutait la tâche qu'on lui avait donnée. Utiliser du papier émeri sur un tour. Cette machine peut faire tourner le métal jusqu'à 2800 tours par minute. Sa manche trop large s'y prit. Et en quelques secondes, Cameron fut happé par la machine. Il subit de graves blessures à la tête et au haut du corps. Les secours arrivèrent à 10h45. Les pompiers le dégagèrent de la machine et il fut transporté à l'hôpital de Wythenshawe. Mais ses blessures étaient trop lourdes. Cameron fut déclaré mort à 12h20. Sa mère raconta plus tard qu'elle l'avait déposé au travail ce matin-là sans savoir que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait vivant. L'enquête révéla une longue liste de manquements. Des machines sans dispositif de sécurité, aucune formation correcte, un environnement dangereux et des risques totalement ignorés. Le tribunal conclut que la mort de Cameron aurait pu être évitée si l'entreprise avait respecté les règles élémentaires de sécurité. Zafar Hussain fut condamné à 8 mois de prison et interdit d'exercer comme directeur d'entreprise pendant 10 ans. Le 22 septembre 2021 à San Antonio, au Texas, David Lester Lowery, 56 ans, tuyauteur expérimenté avec plusieurs décennies de métier. Il se rendit sur le chantier de construction de l'Université Texas San Antonio. Marié, père de 2 fils adultes, il était reconnu pour son éthique de travail exemplaire. David n'était pas formé pour manœuvrer des grues ni pour gérer du levage. Pourtant, ce jour-là, faute de personnel, on lui demanda d'accomplir une tâche pour laquelle il n'était pas qualifié. À 14h47, David n'était plus. Il aidait à déplacer de lourdes unités de traitement d'air vers une salle mécanique du 3e étage. Ces unités, pesant plusieurs tonnes, étaient indispensables au système de climatisation. Le levage était supervisé par TNT Crane and Rigging avec Balfour Construction Services comme entrepreneur principal. Et Way Mechanical, l'employeur de David, comme sous-traitant. La première unité fut installée sans problème, mais la deuxième allait être fatale. Les documents judiciaires ont révélé plus tard que l'opérateur de la grue n'était pas qualifié. Un deuxième superviseur avait même dû être appelé pour le surveiller. Mais il était déjà trop tard. L'opérateur ignora le plan de levage officiel et improvisa le sien qu'il ne communiqua à personne. Ce jour-là, la météo rendait les choses encore plus dangereuses. Les rafales de vent atteignaient 72 km/h. Les règles internes prévoyaient l'annulation des levages des 40 km/h. Et cette règle fut ignorée. Pire, l'anémomètre de la grue était en panne et TNT n'en informa jamais les ouvriers. Personne sur le terrain ne connaissait réellement la vitesse du vent. À 13h59, une rafale frappa la charge. L'unité bascula et tomba de 3 mètres. David Lowery se trouvait en dessous. Le bloc massif l'écrasa. Son bras et sa jambe furent grièvement blessés et il resta coincé. Selon la plainte déposée par sa famille, il était conscient et souffrait terriblement. Il se combat durant son transport à l'hôpital. Le lundi, le jury accorda 161 millions de dollars de dommages compensatoires à la famille Lowery. Le mardi, il y ajouta 480 millions de dollars de dommages punitifs, portant le total à 640 millions de dollars. Le 18 mai 2023, dans le district de Machinga, au Malawi, au cœur de la brousse dense et étouffante du parc national de Liwonde. Ivano Banda, 28 ans, était en mission. Employé depuis 2019 par African Parks, une organisation qui gère des réserves naturelles protégées à travers l'Afrique. Ivano était reconnu par son équipe comme un homme travailleur, courageux et respecté. Ce matin-là, le parc reçut un appel des villageois voisins. Un buffle avait franchi les limites de la réserve près du camp de Mazange, mais ce n'était pas une fuite ordinaire. Les responsables du parc confirmèrent plus tard que des sections entières de la clôture électrique avaient été volées. Les câbles étaient récupérés par des braconniers pour fabriquer des pièges illégaux. Un buffle hors du parc n'était pas seulement en danger. Il représentait une menace directe pour les communautés voisines. Ces animaux puissants et imprévisibles deviennent particulièrement dangereux lorsqu'ils sont stressés.
Un chasseur agréé, Alec Gondway, fut envoyé avec 2 rangers, Ivano et un autre agent, pour localiser l'animal et l'abattre. Les 3 hommes suivirent la piste du buffle dans une végétation épaisse où la visibilité était quasi nulle. Ils avançaient prudemment, conscients que l'animal pouvait surgir à tout moment. Et soudain, le buffle attaqua. Il s'était embusqué sans prévenir, jailli des broussailles. Gondway tira et le toucha, mais ce n'était pas suffisant. Blessé, l'animal repartit dans la brousse. Un instant, ils crurent le danger écarté, mais ils se trompaient. Quelques minutes plus tard, le buffle fit un détour et revint par derrière. Personne ne l'avait vu approcher. Il chargea de nouveau, droit sur Ivano. Gondway et l'autre rangeur n'eurent pas le temps de réagir. L'animal le renversa et le piétina, causant des blessures mortelles. Ivano mourut dans la brousse en plein service. Ivano Banda n'avait que 28 ans. Un jeune père, un homme exerçant l'un des métiers les plus difficiles au monde. Jusqu'au bout, il a donné sa vie dans l'ombre en affrontant le danger au cœur de la nature sauvage. Ces témoignages vous ont-ils marqué autant que moi ? Dites-nous en commentaire lequel de ces accidents vous a le plus troublé et si vous pensez que ces drames auraient pu être évités. Votre avis nous intéresse énormément. Merci d'avoir suivi cette vidéo de flippantes histoires. À bientôt pour de nouvelles histoires glaçantes.